Face à Ibrahima S. Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima S. Traoré. Bonjour, il est l'heure de jouer carte sur table sur Ndimba Radio et à partir du studio Ben Daouda Silla. Et celui qui a accepté de jouer carte sur table, celui qui a simplement accepté de jouer avec nous ce matin s'appelle Monsieur Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA. Avec lui, nous allons naturellement parler des droits de l'homme depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Bonjour Monsieur Kaba. Bonjour et merci de cette opportunité. Merci. À 10h40, Mademoiselle Korka Diallo relèvera vos questions à Monsieur Kaba. Bonjour Korka. Bonjour à vous, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Et c'est quoi le numéro déjà? Alors, à partir de 10h40, ils pourront nous écrire dès maintenant au 611 93 93 à 62 en envoyant un texto direct ou sur WhatsApp. Voilà, donc au 611 93 93 62, vous enverrez vos questions à Monsieur Kaba et ces questions seront relayées par Mademoiselle Korka qui est ici et Monsieur Kaba sera gentil de répondre à vos questions. Avec plaisir. Okay. Face à Ibrahima S. Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima S. Traoré. Et c'est parti. Monsieur Kaba. Oui. Le 15 septembre dernier, au sortir d'une rencontre avec le CNRD, vous étiez en compagnie de vos pairs de la société civile. Vous avez dit avoir écouté des discours plutôt rassurants. Des jours se sont écoulés. Oui. On est à 100 jours du pouvoir du colonel Doumbouya. Vous êtes toujours rassuré? Merci beaucoup de l'opportunité. Avant de commencer, je voudrais vous féliciter pour avoir donné le nom de ce studio à Ben Daouda Silla. Merci. Qui est quelqu'un que j'ai bien connu et pratiqué et qui est vraiment un grand journaliste. Et c'est à vous d'immortaliser la mémoire de vos pères. Et je pense que ça commence par vous et nous autres on suivra. Merci déjà et félicitations. Merci. Pour ce qui est du CNRD, vous savez, le CNRD est arrivé dans un contexte particulier où les droits humains étaient en souffrance. Maintenant, l'avènement du CNRD, d'abord l'espoir que ça a suscité, l'espoir d'une rupture avec les pratiques affreuses du passé, et aussi les discours que le président Mamadi Doumbouya a tenus, et aussi la démarche d'installation du CNRD, c'est-à-dire le fait pour le CNRD et le président Mamadi Doumbouya de quitter pratiquement la dynamique de la force, c'est-à-dire que le CNRD a pris le pouvoir par la force, mais quitter cette force-là pour se soumettre à l'autorité de la loi, c'était une démarche inédite et ça nous a rassurés à plus d'un titre. Ensuite, vous avez suivi tous les actes qui ont été posés et qui ont décrisper l'atmosphère politique et sociale, la libération des responsables politiques en détention, les retours des exilés politiques et tant d'autres. Et récemment, la restitution des cases de Bellevue à la famille du président Sékou Touré, paix à son âme. Tout cela, ce sont vraiment des actes de décrispation et les droits humains ne s'exercent que dans un contexte de paix et de stabilité. Et ces actes-là étaient vraiment en faveur de cette dynamique et c'est ce qui explique, et c'est ce qui expliquait en ce moment-là notre espoir. Aujourd'hui, nous sommes rassurés encore plus par les actes qui sont posés, notamment les actes posés dans le cadre de la lutte contre
la corruption, l'enrichissement illicite et tout le reste. Donc, chaque acte posé nous donne beaucoup d'espoir quant à la rupture, quant à une nouvelle Guinée. Cette Guinée-là a été souhaitée. Quand le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, c'est cette Guinée-là que tout le monde espérait. Et vous avez suivi les jours et les semaines qui ont suivi l'installation du président Alpha Condé. La peur s'était emparée des cadres et les gens avaient commencé à changer eux-mêmes de comportement. Malheureusement, le système a été plus fort que lui et donc on n'a pas pu obtenir ces résultats qu'on voulait. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de les obtenir. Et l'espoir d'une Guinée nouvelle, il y a quelqu'un qui me disait hier, un étranger que j'ai reçu, qui me dit je vous assure, de l'aéroport à la maison, j'ai vu que les policiers n'étaient plus ce que j'avais vu il y a 3, 4, 5 mois. Les policiers étaient hargneux dans la circulation, ils se comportaient comme s'ils étaient des commerçants, etc. Mais aujourd'hui, sincèrement, ce que j'ai vu est rassurant. Et je vous assure, si la Guinée continue sur ce chemin, dans quelques années, il va falloir prendre un visa pour venir en Guinée. C'était vraiment... Vous êtes très optimiste, mais M. Kaba, vous êtes un militant des droits de l'homme. Et il y a très longtemps, déjà combien d'années vous militez? En Guinée, depuis 2005. Depuis 2005, ça date. Et vous savez quand même que tout changement de régime s'annonce avec ce genre de comportement du citoyen. Dès que le régime a changé, le citoyen, il est dans l'euphorie, il a peur, et après, ça fait flop. C'est ce qui s'est passé. Donc, vous le dites avec Alpha Condé. Ce qui s'est passé avec Dadis, Konaté et tout, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit un peu la même chose aussi qui se trame ici en Guinée? Bon, vous savez, en tant qu'activiste des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit de refuser à qui que ce soit la présomption d'innocence. C'est à la personne de nous prouver que nous ne devons plus lui faire confiance. Mais dès le départ, nous avons le droit d'apprécier les choses telles qu'elles se déroulent et nous devons accorder le bénéfice du doute. Nous avons accordé le bénéfice du doute, mais je vous assure, nous ne sommes plus dans le bénéfice du doute. Les actes qui sont posés sont capables de transformer profondément la Guinée. Je vais vous dire, nous sommes dans un cercle vicieux. Imaginez, les cadres mettent tout l'argent de l'État en poche. L'État n'a pas d'argent pour faire les routes, pas d'argent pour faire les écoles, pas d'argent pour faire les centres de santé, pas d'argent pour subventionner les hôpitaux, pas d'argent pour perfectionner les écoles. Alors, vous voyez, la population supporte toute cette absence de l'État. Alors, vous devez payer pour le privé pour vos enfants, vous devez payer cher dans les cliniques pour soigner votre famille, vous devez payer cher, n'est-ce pas, l'absence de route parce que vos motos et vos voitures se détruisent chaque jour et vous dépensez pour cela. Ça fait que ce que le citoyen devait dépenser normalement par mois est multiplié par 3 ou par 4 à cause de cette absence de l'État. Donc, vous voyez, ça fait que la population, quand on dit que la population est pauvre, la pauvreté, elle a 2 niveaux, n'est-ce pas? L'absence d'argent ou l'excès de charges. Donc, soit vous gagnez peu, ou alors vous avez plus de charges que ce que vous gagnez. Vous pouvez gagner suffisamment en fonction de votre grade, de votre statut. Ce que vous gagnez peut être vraiment suffisant comparé à d'autres. Quel est le lien évident que vous pouvez mettre entre cette mauvaise gestion et la question des droits de l'homme? Exactement. Les droits économiques, sociaux et culturels voudraient que les efforts de l'État permettent aux populations de bien vivre et de faire vivre leur famille. C'est-à-dire, par exemple, que la population ait des routes pour bien circuler, pour qu'il n'y ait pas de souffrance, etc. Pour bien manger, n'est-ce pas? Cela suppose que les prix sont raisonnables et que sa bourse permet de nourrir sa famille à partir du marché.
Donc ces efforts de l'État sont handicapés par l'enrichissement illicite de quelques individus. Maintenant, lutter, quel que soit ce que vous faites. Par exemple, le président Alpha Condé avait pensé qu'il fallait augmenter les salaires. Moi, vous vous souvenez, j'avais dit que même si on multipliait le salaire du fonctionnaire guinéen par 100, il est évident que si la corruption continue de gangréner le pays, cette augmentation-là serait absorbée, n'est-ce pas, par l'effet de la corruption. Parce que les charges vont aller crescendo et quel que soit ce que le citoyen gagne, ça ne suffira pas pour les dépenses. Donc, il fallait simplement lutter contre la corruption. Vous allez voir, il y a des dépenses déjà qui sont faites. Hein? On parle de la route Conakry-Cancan, l'État a payé déjà le reste de ce qu'il devait payer. L'État n'avait pas d'argent pour le faire. Maintenant, l'État a un peu d'argent. L'État a payé, la route va être faite. L'État ne peut pas avoir cet argent au bout de 3 mois, au bout de 100 jours. Malheureusement, c'est ça qui se passe. Non, il y a aussi que certainement cet argent, il existait. Parce que ce sont des projets quand même qui avaient été lancés par Alpha Condé. Exactement. Il faut quand même il faut lui reconnaître. Non, c'est lui qui les a initiés. Je l'avais dit au départ. Mais l'argent que l'État devait payer pour achever le travail, l'État ne l'avait plus. Pourquoi? Parce que des cadres, n'est-ce pas, et des cadres ramenaient l'argent dans leurs poches. Donc, vider les poches de l'État au profit de leurs propres poches. Ça handicape l'État. Ça empêche l'État de faire tous les efforts qu'il envisage. Le problème à ce niveau, c'est qu'on remarque avec ces dernières nominations que ces mêmes cadres, à des endroits, c'est-à-dire des gestionnaires, ont été reconduits. Et cependant, le colonel Doumbouya, il avait promis de ne pas faire de recyclage. Moi, j'étais parmi ceux qui ont recommandé au président Doumbouya de ne pas se priver d'un cadre au motif qu'il a servi l'ancien régime. S'il est encore capable d'apporter quelque chose à la transition, s'il est utile à la transition, mais c'est un devoir pour le président Doumbouya d'utiliser ses compétences et sa bonne moralité pour le bon fonctionnement de la transition. Oui, ce qui peut être, ça c'est compréhensif, mais là on parle des gestionnaires. Le problème qui s'est passé, par exemple, on pouvait reprendre certains secrétaires généraux, ou peut-être certains ministres, c'est pas très... Pour l'image, peut-être que c'était pas très bien, mais là ce sont des gestionnaires, des gens qui ont... On a pensé que le régime d'Alpha Condé était gangréné et le problème à ce niveau, c'était au niveau de la gestion. Alors, ce sont les gestionnaires qu'on est en train de reconduire et on n'a pas fait encore d'audit. La CRIEF n'a pas commencé à travailler et on n'a fait que sortir, pour le moment, des menus frétins. On reproche au président de la HAC environ 47 millions de francs guinéens. Franchement, c'est beaucoup, mais ça ne veut rien dire par rapport à des milliards de détournés. Oui, mais bon, nous soutenons la présomption d'innocence. C'est-à-dire que si un individu, apparemment, n'est-ce pas, on ne reproche rien à un individu par rapport à la malgouvernance, même si c'est un gestionnaire, l'État peut l'utiliser en attendant d'avoir des preuves contre lui. Absolument. Ça, c'est vraiment la démarche. Hein. Chaque citoyen a le droit, n'est-ce pas, d'occuper les postes de l'État jusqu'à ce qu'il y ait des preuves contre lui pour la mauvaise gestion. Il y en a contre qui il y a des preuves. Il ne faut pas qu'il y ait donc de la chasse aux sorcières. Non, il ne faut pas qu'il y ait de chasse aux sorcières. Ce n'est pas bien. Maintenant, alors, oui, pour ce qui est des... Vous savez, il y a la CRIEF. La CRIEF commence à travailler... À partir d'1 milliard. À partir d'1 milliard. Donc, tous les montants, ça ne veut pas dire que les montants qui sont en dessous de 1 milliard ne seront pas sanctionnés. Mais ce n'est pas la CRIEF qui va les sanctionner. Mais c'était peut-être mieux pour l'effet d'annonce, hein, c'était mieux peut-être de commencer avec les milliards. Oui, mais est-ce qu'il faut croiser les bras en attendant que la CRIEF soit totalement installée? Qu'est-ce qui, selon vous, empêcherait l'installation de la CRIEF? Non, la CRIEF, c'est une institution lourde, hein? C'est une institution extrêmement lourde. En quoi? Et surtout que certaines prérogatives en matière de lutte contre les infractions économiques ont été ramenées au niveau de la CRIEF, de la Cour
de la Haute Cour de justice vers la CRIEF. Donc, ça veut dire que la CRIEF est une importante institution. Elle va être très puissante. Très bien. Il faut identifier les bonnes personnes, des personnes de haute compétence et de très bonne moralité. Donc, ce tri-là ne va pas être quelque chose de facile. Et il faut une loi organique relative au fonctionnement de la CRIEF. Et ça va être voté par le Parlement de transition qui n'est pas encore en place. Donc, le CNT. Voilà, le CNT. Il y a beaucoup de blocages à cause du CNT, mais je suis persuadé que dès la mise en place du CNT, tout va aller très vite. Envoyez-nous vos questions au 611 93 93 62. 611 93 93 62. Des questions à M. Kaba, bien sûr. Et le même numéro est valable pour WhatsApp. Ouais. M. Kaba, le CNRD fait de la refondation de l'État une priorité. Et de votre avis, pour cette refondation de l'État, l'avis des organisations de défense des droits de l'homme compte à plus d'un titre. C'est vous qui l'avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement apporter pour la refondation de l'État? La refondation de l'État, vous savez, nous l'avons appelée de tous nos voeux pendant la transition du capitaine Dadis. Malheureusement, on n'y est pas parvenu. Et je vais vous dire, j'avais prévenu, vous vous souviendrez, j'avais dit qu'après la transition de Dadis, n'est-ce pas, quand Sekouba est venu pour organiser les élections, j'avais dit que le président élu ne pourra pas dérouler son programme et qu'il va passer tout le temps à marcher sur les épines et qu'on risque encore de redescendre dans la rue contre le président qui va être élu. Et c'est ça qui est arrivé. Donc aujourd'hui, si le terrain n'est pas préparé pour permettre au président élu de se focaliser sur son programme de gouvernement, on va encore avoir un président qui va se buter à la résistance du système en place. Il aura un choix, deux choix, soit se soumettre au système ou affronter le système au péril de sa propre existence en tant que président. Mais c'est quoi concrètement la refondation de l'État? Parce que ça ressemble fort à un creux. La refondation de l'État, ce sont d'abord les institutions de la République. Il faut les revoir. Il faut les adapter, vous allez dire, ou bien non, pas cela. Mettre en place des institutions fortes et crédibles. Des institutions de manière concrète, comment on peut mettre une institution forte? Par exemple, la commission électorale indépendante. Il faut mettre une commission électorale indépendante et un fichier qui permette à la population de regarder cette institution avec confiance. De permettre oui, mais concrètement, comment? Parce que revoir les lois organiques sur ces institutions-là. Peut-être que la nouvelle constitution va consacrer des pouvoirs forts à ces institutions pour que le président élu ne puisse avoir aucune influence sur ces institutions-là. Il faut avoir des lois organiques, n'est-ce pas, qui permettent un fonctionnement de ces institutions crédible, indépendante, etc. Toutes les institutions de la République. Parlant de la CENI, par exemple, certains pensent qu'il faut laisser au ministère de l'administration du territoire l'organisation des élections. Et c'est l'avis de beaucoup parmi beaucoup de membres du CNRD. Vous savez, ce n'est pas forcément l'institution qui est importante. Vous voyez, avec la CENI, et avec les représentants des partis politiques, etc., nous avons vu les limites, n'est-ce pas? On a vu que la CENI, toutes les CENI, chaque fois que la CENI a organisé une élection, au sortir de l'élection, elle est décriée par la population. Donc, quelle que soit l'institution qu'on va mettre en place, le plus important est de faire en sorte que le regard de la population vers cette institution-là soit un regard confiant et que cette institution-là puisse aller au-delà d'une élection. C'est-à-dire que l'institution supervise, par exemple, les congrès des partis politiques, les congrès des organisations de la société civile, n'est-ce pas? Il faut que régulièrement, l'institution-là puisse reconnaître les institutions démocratiques, le fonctionnement des institutions démocratiques. Cela fait que la démocratie s'installe au sein des partis politiques. N'est-ce pas? Les partis politiques cessent de fonctionner. Vous parlez de quelle institution qui pourrait regarder comment l'organisation en charge des élections. D'accord. La CENI?
La CENI, Par comme exemple, vous voulez. On par peut exemple, l'appeler comme on veut. Par exemple, mais la CENI, c'est pour organiser des élections, mais vous ne pouvez pas dire quand même à la CENI de faire un travail en amont. Très bien. Non, pas en amont. Mais en Afrique du Sud, par exemple, la commission électorale supervise les congrès des partis politiques. Et pourquoi? Parce que la démocratie, ça commence à la base des partis. Nous sommes des pays africains, nous sommes des jeunes démocraties. Nous devons pouvoir inventer les moyens de faire en sorte que l'ancrage de la démocratie soit une réalité. N'est-ce pas? Il faut que, par exemple, les partis politiques s'habituent à l'alternance. C'est-à-dire qu'un leader politique, n'est-ce pas, ne soit pas là éternellement. C'est-à-dire, si moi, j'ai créé un parti politique, ou si je suis le leader charismatique d'un parti politique, que je sois là ad vitam aeternam. Mais cela crée quel problème? Quand moi, je deviens président de la République, je n'ai jamais été contesté au sein de mon parti politique, je n'ai jamais connu l'alternance. Oh, je n'avais pas de pouvoir. Maintenant, j'ai les armées, hein? J'ai les finances, hein? J'ai la plus puissante institution du pays. Je suis l'ordonnateur national. Mais comment voulez-vous que ce soit en ce moment-là que je m'adapte à la contestation, que je m'adapte à l'alternance? Ce n'est pas possible. Il est déjà ancré dans ma tête que je suis demi-dieu. Là où je suis là jusqu'à tant que je peux, je suis là. Personne n'a le droit de regarder. Peut-être, M. Kaba, ce sont les tares de la démocratie, mais c'est ce que veut la démocratie. Comme non, ce n'est pas ce que veut la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. Non, la démocratie vous dit, tant que le peuple il veut de vous, y compris au sein de votre parti, si vos militants veulent de vous, mais vous restez. Non. C'est peut-être une tare de la démocratie. Non, ce n'est vraiment pas cela la démocratie. Allez-y alors, qu'est-ce qui est la démocratie? Dites-nous. La démocratie, c'est d'abord un ensemble de valeurs. C'est un ensemble de valeurs. Les valeurs priment sur la volonté individuelle de ceux qui militent, n'est-ce pas? Et ces valeurs-là, c'est quoi? C'est l'alternance, la transparence, la gestion collégiale, n'est-ce pas? Le partage du pouvoir, etc., etc. Voilà quelques valeurs. Certains pourraient vous rétorquer en vous rappelant certains pays hautement démocratiques, mais qui ont du mal à faire de l'alternance à un certain niveau de gestion du pouvoir. Quel pays, par exemple? L'Allemagne. Non, c'est différent. Il n'y a pas de président en Allemagne. Il faut qu'on soit très clair. En Allemagne, il n'y a pas de président. Oui, c'est leur mode de gestion de l'État. Non, la chancelière n'a pas le pouvoir du président de la République ici. Oui. La chancelière, le pouvoir de la chancelière est très, très, très limité. Le vrai pouvoir d'État est au niveau des institutions. La chancelière oriente. Oui, la chancelière oriente. Non, pas un grand pouvoir. Non. Mais peut-être que c'est le président qui n'est pas... Le président de la République en Guinée... Non, le président de la République en Guinée, par exemple, n'a pas le même pouvoir que la chancelière en Allemagne. Le président de la République de Guinée a 50 fois plus de pouvoir que la chancelière en Allemagne. Ce que le président guinéen peut faire en Guinée, la chancelière d'Allemagne ne peut pas le faire. Par exemple, je vais vous rappeler quelque chose. Allez-y. Un contrat, à partir d'un certain niveau, la chancelière, même au niveau de la chancellerie, la chancelière ne peut plus accorder, par exemple, des dépenses au sein de la chancellerie, par exemple, des dépenses au sein des secrétariats, par exemple. Toutes les dépenses à l'intérieur des secrétariats, c'est le président de la République qui les donne. Mais en Allemagne, ce n'est pas possible. Vous savez, vous êtes en train de dire, là vous parlez de ce que la chancelière ou le chancelier peut faire en Allemagne, c'est que le président, mais ça, c'est de la volonté du peuple allemand. C'est là où je vous parle de la démocratie. C'est le peuple allemand qui a voulu être géré comme ça. Alors bon, maintenant, nous avons décidé, on a décidé la même chose en 2009. Vous voyez, on a proposé qu'il y ait une réduction du pouvoir du président de la République. Parce qu'on a tiré les leçons des manifestations de 2007. Il y a eu beaucoup de morts. Après, il y a eu des négociations pour avoir un gouvernement de transition. Lassana Kouyaté a été le Premier ministre. Mais il s'est heurté à la puissance du pouvoir présidentiel. Donc, c'est lui qui a révélé
le fait que le pouvoir du président est trop puissant et que un Premier ministre n'est pas capable, n'est-ce pas, de mettre en place le changement que le peuple voulait. Donc, on a décidé de constitutionnaliser la fonction du Premier ministre. Mais vous avez vu, ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Le président venu a quand même réussi à vider les institutions de leur contenu. Il a réussi à caporaliser la CENI, la Cour constitutionnelle, et à mettre toutes les institutions à son seul service. Et donc, le changement voulu n'a pas vu le jour. Maintenant, il faut tirer les leçons de ce genre de situation et travailler à la base. C'est ça la refondation. C'est ça l'un des résultats de la refondation. Faire en sorte que l'alternance soit une réalité au sein des partis politiques. Tout le monde, tous les militants doivent avoir en tête qu'ils ont le droit d'accéder à la tête du parti et qu'ils sont là pour un petit temps, qu'ils ne sont pas là ad vitam aeternam. Okay. Quand on va cultiver ça au sein des partis politiques et des organisations de la société civile, on aura créé les conditions à la base. Il faut légiférer? Vous pensez que c'est une loi même au sein des partis politiques? Oui, même au sein des partis politiques, il faut obliger les partis politiques à organiser les congrès en leur sein en collaboration avec l'organe qui organise les élections. Donc maintenant, on est sûr que la transparence existe parce que si c'est moi le président du parti et que c'est moi qui organise le congrès, elle qui veut ma place n'a aucun courage de m'affronter sur un système que moi-même je mets en place, que mes partisans contrôlent. Si vous devez être tranquille parce que Mademoiselle Korka ne vaudra jamais de votre place. Non, pour le moment, elle est journaliste et elle se plaît bien dans ce métier-là. Alors, Monsieur Kaba, oui. Vous avez aussi dit qu'il faut que les autorités militaires sortent des sentiers battus. Oui. C'est quoi les sentiers battus? Les sentiers battus, c'est la caporalisation des institutions. D'accord. C'est la propagande. C'est le militantisme au-dessus des compétences. Aujourd'hui, je vous assure... Vous ne pensez pas qu'il le fasse, qu'il commence à le faire déjà? Je n'en ai pas les preuves. Et je ne crois pas que ce régime est capable d'aller dans ce sens. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et à partir de... Nous avons nos petits... Quand on a, par exemple, rassemblé presque tous les postes de responsabilité, des grands postes de responsabilité au niveau du secrétariat général de la présidence, donc de la présidence, c'est ce que M. Alpha Condé faisait vers la fin de son mandat. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu caporaliser les choses? Pour une transition, c'est nécessaire. Pour une transition, c'est nécessaire. Pour une transition, c'est nécessaire. D'accord. Et ce qui est important dedans, c'est votre avis, mais ce qui est important, oui. C'est que la personnalité qui occupe ce grand pouvoir-là pour mettre en place la lutte contre les travers auxquels notre peuple est soumis, si cette personnalité-là est de grandes compétences et de bonne moralité, il peut permettre de détruire les systèmes qui empêchent les présidents de travailler ici. N'est-ce pas? Depuis le 5 septembre, est-ce que les droits de l'homme se portent bien en Guinée? Il y a l'espoir d'une rupture qui est installée. Mais c'est trop tôt pour parler de changement de paradigme par rapport aux droits de l'homme. C'est trop tôt, n'est-ce pas? Pour le moment, il y a des signaux encourageants qui sont envoyés par le CNRD. Il y a des comportements encourageants qui sont déployés. Maintenant, il faut un peu de temps, parce que jusque-là, nous sommes dans le bilan de l'ancien régime, n'est-ce pas? Le nouveau pouvoir est en train de poser quelques actes pour rectifier certains éléments de l'ancien régime. Mais il faut attendre qu'il y ait un peu de temps, peut-être 6 mois après, nous serons capables de savoir est-ce que les violations, est-ce que la question des droits de l'homme est en train de s'ancrer dans les comportements de tous les jours. Est-ce que des efforts d'ancrage, de protection et de promotion des droits de l'homme sont en train de se consolider?
nous le saurons un peu après. Mais 3 mois déjà, c'est trop tôt. Est-ce que vous savez que le coup d'État du 5 septembre n'était pas quand même immaculé? La presse a révélé qu'il y a eu quand même des morts. Oui, absolument. Vous n'en parlez pas, non, vous les militants des droits de l'homme? Non, la presse a commencé à en parler après nous. Ah, vous en avez parlé? Oui, c'est nous. Et qu'est-ce que vous avez dit? Rappelez-nous ce que vous avez dit. Nous avons dit que les agents qui ont été tués, qui étaient des gardes de la présidence, n'ont fait que leur devoir, n'est-ce pas? Ils sont morts, les armes à la main, pour accomplir la mission que l'État leur a confiée. Et donc, en fonction de ça, leurs droits doivent être respectés. C'est-à-dire que les efforts de réconciliation nationale, les efforts de justice doivent les toucher, n'est-ce pas? Bon, il n'est pas obligatoirement dit que X ou Y doit aller en prison. C'est ce que je dis. J'ai dit que nous devons savoir de quelle justice nous avons besoin. Est-ce que nous avons besoin de changer de camp à la haine? Est-ce que nous avons besoin de changer de camp aux victimes? Est-ce que les victimes d'aujourd'hui, depuis l'indépendance, les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui? Oui, cela se dit C'est souvent, comme ça que la Guinée évolue. Nous parlons de ces événements qui sont très récents. Oui, mais ils sont pas on peut pas les... Ce n'est pas un cas à part entière qu'on peut traiter. Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Nous sommes en train de réfléchir à la dynamique qu'il faut mettre en place pour que tout le monde ait la justice et que cette justice-là... Est-ce que vous pensez que cette justice ne touche pas l'unité nationale, c'est-à-dire la justice au service de l'unité nationale. C'est ce que nous recherchons. Oui, mais dans ce cas, on va dire qu'il n'y aura jamais de justice parce que sous cet angle, toute justice touchera à l'unité nationale. Non, la justice, toute justice qui remet en cause l'unité nationale et la paix n'est pas une justice. En quoi rendre justice, par exemple, en quoi rendre justice aux je vous victimes, rappelle quelque chose. S'il vous plaît, en quoi rendre justice aux victimes du 5 septembre mettrait à mal l'unité des Guinéens? Non, moi je ne peux pas faire du cas des victimes du 5 septembre un cas spécifique, un cas particulier. Non, je ne peux pas le faire. Il y a d'autres victimes qui ont été tuées juste en jouissant des droits qui leur ont été consacrés par la Constitution. Le droit de manifester. Des gens qui ont joui de ce droit-là ont trouvé la mort de façon brutale, de façon inhumaine. Vous avez vu ici des gaz lacrymogènes envoyés à des citoyens au cimetière. Mais ce sont quand même des cas assez graves, assez emblématiques du niveau de violation des droits de l'homme que notre pays avait atteint. Et donc, je pense qu'il ne faut pas regarder d'un seul côté. Nous ne sommes pas en train de regarder d'un côté. Donc, il faut trouver une solution globale. Nous sommes en train de dire que deux torts ne peuvent pas faire quand même une raison. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des tueries, justement. C'est parce que certainement, certains militants des droits de l'homme le disent, c'est certainement parce qu'il y a déjà un crime qui a été impuni, il va y en avoir d'autres. Pourquoi nous vous posons cette question, c'est parce que vous semblez quand même signer un blanc-seing aux nouvelles autorités. Non, ce n'est pas un blanc-seing. D'accord. Nous apprécions seulement les faits. Sincèrement, il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Il y a... Souvenez-vous, quand le président Alpha Condé est venu, pendant 2 ans, jusqu'en 2014, on nous a accusés, n'est-ce pas, de fermer les yeux sur les violations. Oui. C'est-à-dire la société civile, moi-même particulièrement, quand je passais dans les radios, en ce moment, les gens appelaient pour dire non, on est déçus de vous. Hein, vous avez combattu Sékouba Konaté, vous avez combattu Lansana Conté. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire comme si Alpha Condé était un ange. Parce qu'à l'époque, vous étiez président de l'institution nationale. Non, je n'ai été président de l'institution qu'en 2015. D'accord. Donc, de 2010 jusqu'en 2015, je n'étais rien du tout. J'étais société civile. Mais le fait de soutenir, d'encourager les actes positifs que le président Alpha Condé était en train de poser, on nous a accusés, il y a même certains qui sont allés très loin, qui ont dit non, s'ils se battaient, c'était pour qu'Alpha Condé soit au pouvoir, c'est des militants d'Alpha, etc., etc. Okay. Mais après, quand les violations des droits de l'homme ont commencé, nous avons changé de paradigme. Les mêmes personnes ont compris que nous apprécions les actes.
Nous n'avons rien contre personne. Nous jugeons les actes, ce qui est positif, nous l'encourageons, nous félicitons. Parce que quand vous encouragez le bien permet de faire reculer les frontières du mal. Absolument. Donc quand on fait du bien, vous encouragez. Et quand le mal commence, vous condamnez le mal. Absolument, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut aussi faire, c'est de nous envoyer des questions sur le 611 93 62. Ça, c'est pour les auditeurs. Est-ce qu'on a déjà des questions? S'il n'y en a pas, on va... Oui, certainement. On a quelques questions. Des auditeurs ont réagi sur le 611 93 à 62. On a Ousmane Silla qui nous écrit depuis Dixine. Il nous dit bonjour à vous et à votre invité, M. Kaba. Je veux lui demander de faire une comparaison entre le régime Condé et cette transition en ce qui concerne la violation des droits et de la démocratie. Bon, comme je l'ai dit, c'est un peu trop tôt. Mais les signaux que le CNRD nous envoie sont des signaux hautement positifs. Donc, à partir de ce moment, si la dynamique du président Mamadi Doumbia est maintenue, parce que vous savez, la Guinée est un pays difficile. Les cadres, le problème de ce pays, ce sont les cadres. Les cadres pensent plus à leurs propres intérêts qu'à l'intérêt national. Donc, Si vous comparez les droits de l'homme... 3 mois, si je compare 3 mois du colonel Mamadi Doumbia à 10 ans du président Alpha Condé, la comparaison est impossible. C'est impossible, c'est d'accord. Impossible. Mais ce que je dis, c'est que si la dynamique... Les signaux déjà sont positifs. Si on continue d'évoluer dans cette lancée, je vous assure, dans 6 mois, le bilan en matière des droits humains, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, et droits du troisième degré, etc., tous ces droits-là seront beaucoup plus respectés. C'est-à-dire le bilan du CNRD, en 6 mois, pourra être meilleur à celui des 11 ans du président Alpha Condé. À celui de Alpha Condé. Cependant, le porte-parole du gouvernement de la transition, M. Gawal, atteste que le président Alpha Condé n'est pas en prison. Mais c'est tout comme il ne sort pas, il serait privé de ses téléphones. Qui le veut ne le voit pas, et lui non plus ne voit pas qui il veut. N'est-ce pas une violation de ses droits élémentaires? Non, pas du tout. Ah ouais? Aujourd'hui, vous savez, après le coup d'État, le président Mamadi Doumbia a pris des engagements. Il a promis de s'occuper personnellement du cas Alpha Condé et de travailler à l'amélioration de ses conditions d'existence. Vous pensez que Alpha Condé, où il est maintenant, ses droits, il n'est pas privé de ses droits? Non, je termine. C'est-à-dire, au début, après le 5 septembre, les informations que nous avions étaient plus inquiétantes que ce qui est arrivé après. Quand le président s'est retrouvé, on n'avait aucune nouvelle du président Alpha Condé et nous-mêmes, nous avons plaidé pour que les conditions soient améliorées et qu'on ait des nouvelles du président Alpha Condé. Nous avons plaidé, on a plaidé. Maintenant, on a eu des nouvelles après. Le président Alpha Condé était au palais Mohamed V. Maintenant, il est chez son épouse. Voilà. Et ensuite, il a été amené chez son épouse. Donc, quand vous voyez, il y a eu une amélioration graduelle de ces conditions. Est-ce que vous pensez, comme la CEDEAO, qu'il faut le libérer, il faut le sortir de là, il doit être libre de ses mouvements? Le président Alpha Condé doit être libéré. Oui. C'est ça le principe. La liberté est la règle. La détention est l'exception. Et en matière des droits de l'homme, il n'est pas possible, n'est-ce pas, de soutenir la privation de liberté, sauf si cela est un fait de la justice. C'est-à-dire que la justice... Et justement, pour le moment, il n'a pas été présenté à un juge. Pour le moment, il n'est pas présenté à un juge. Ça, c'est une chose. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il doit être jugé? C'est un putsch quand même qu'il a renversé. C'est quelque chose d'anormal qu'il a mis là. On l'enlève au pouvoir et on l'emprisonne. Vous pensez que c'est normal? La normale, c'est le président Alpha Condé qui a commencé la normale. D'accord. Nous avons tout fait, nous-mêmes. Vous avez suivi les conseils publics en secret, les courriers confidentiels. Nous avons tout fait pour dissuader le président Alpha Condé. Parce que moi je fais partie de ceux qui voudraient voir le président Alpha Condé comme un héros africain. Quelqu'un qu'on va consulter
pas seulement sur les problèmes africains, oui, mais sur les problèmes africains. Là, c'est le citoyen qui parle. On aurait bien voulu vous entendre. Mais la modification constitutionnelle, le militant des droits de l'homme. Non, voilà, mais c'est le militant qui parle. Sur la question. Oui, le militantisme des droits de l'homme, c'est aussi le respect des engagements. Merci beaucoup. Pendant la transition, on a dit que chacun devait faire 2 mandats et pas plus. Le président Alpha Condé devait s'en tenir là. Donc, ce qui est arrivé au 5 septembre, c'est la conséquence du comportement du président Alpha Condé lui-même. Tuer plusieurs personnes pour avoir un 3e mandat, c'est ça le crime. N'est-ce pas? Ce crime est plus grave que la conséquence du crime. Mais nous ne pouvons pas mettre l'accent sur la conséquence et ignorer les causes qui ont engendré ce qui est arrivé. On ne peut pas considérer le coup du 5 septembre comme un crime, pendant que c'est un crime, le coup a permis de mettre fin à un crime. C'est un crime qui était en cours, un crime de sang, un crime économique, de la dilapidation des deniers publics. Le président ne contrôlait plus rien. C'est des clans qui ont pris le pays en otage, qui gouvernaient au nom du président, qui pillaient les ressources de notre pays. Le CNRD a mis fin à cette descente aux enfers et donc nous ne pouvons pas considérer ça comme un crime. Mais pendant qu'il tentait de mettre fin à la descente aux enfers, des incidents sont arrivés. Et ces droits-là, ces incidents-là, on doit à la justice. Oui, et nous travaillerons à ce qu'ils aient droit à la justice. Mais ce n'est pas un crime volontaire. Ce n'est pas un crime comparable, par exemple, à celui-là qui a consisté à tuer le jeune qui a été tué tout juste à côté de votre bureau ici, pendant une manifestation pacifique. D'accord, vous êtes, quand vous le dites, on sent vraiment cette émotion que vous dégagez, Monsieur Kaba. Moi, j'ai vu des personnes tuées de façon insoutenable. Oui, c'est pendant la jouissance des droits civils et politiques. Ce que je voudrais juste vous dire que les parents des victimes du 5 septembre aussi, du coup d'État, disent qu'ils n'ont pas vu le corps de leurs parents, de leurs parents. Je pense que c'est quand même abominable aussi. Bon, ils doivent s'organiser et écrire au CNRD, n'est-ce pas, pour que quand même des évolutions soient connues dans le dossier. Mais encore une fois, on ne peut pas, en matière de droits de l'homme, considérer que le 5 septembre est un crime organisé. Merci, on vous a bien compris sur ce sujet. Il y a une autre question. Monsieur Kaba, invité chaud. Alors, il y a Boubacar Diallo qui nous écrit depuis son Phonia. Il demande donc si vous réagissez face aux violences des droits et de la démocratie hors de la Guinée, comme l'indique donc la Ligue que vous gérez en tant que président. Si oui, dans quel pays et à quelle occasion? Nous sommes dans presque toute l'Afrique de l'Ouest et vous avez probablement suivi au Mali, par exemple, nous avons réagi pour encourager les autorités du Mali à faire en sorte que la lutte contre le terrorisme rime aussi avec les droits de l'homme, avec l'unité du Mali. Il fallait que le gouvernement du Mali travaille à empêcher qu'une ethnie soit stigmatisée et que les ethnies soient que le vivre ensemble soit détruit entre les ethnies. Nous avons demandé au gouvernement du Mali de travailler pour que cette unité du peuple malien ne soit pas détruite. Ce débat est très très passionnant et on est un peu pris par le temps. On va aller donc très très vite. Amnesty International, hier dans un communiqué, a parlé des cas choquants de viol et de meurtre de filles qui, je parle de la Guinée, qui doivent pousser les autorités à renforcer les efforts pour prévenir et combattre la violence sexuelle. Vous pensez que les autorités font peu dans ce combat? Rapidement. Bon, il y a une institution qui s'en charge, qui est le Progem, que je félicite au passage, mais qui n'a jamais eu les moyens de son ambition. Je pense que Amnesty a totalement raison. Il faut que cette institution soit redynamisée et il faut aussi que la collaboration entre cette institution et les organisations des droits de l'homme se renforce afin que le combat puisse porter des fruits. Merci. Et encore plus rapidement, pour organiser le procès du massacre du 28 septembre 2009, la CPI donne 3 mois à la Guinée. Vous pensez que ce délai est tenable?
Bon, moi, je pense que le délai n'est pas tenable. D'accord. Le délai n'est pas tenable. Et en fait, vous pensez qu'il nous faut combien de temps? Non, moi je pense que il y avait une mauvaise volonté politique. L'environnement a changé. Puisqu'il y a un nouvel environnement, moi je pense que il faut il faut remettre en place un pool de juges, n'est-ce pas? Il faut revoir l'ensemble de la démarche, parce que la démarche a été influencée par le pouvoir, le défunt pouvoir, ce qui est quand même inquiétant. On risque d'avoir un procès orienté dans la direction de ce que les dignitaires de l'ancien régime voulaient. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait un procès juste et équitable. Un procès véritablement juste et équitable. Merci, M. Kaba. Merci d'être passé. On sent que vous avez vraiment gros le cœur contre le régime Alpha Condé. C'est normal, vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Voilà, merci à Korka.